Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Caisse d'épargne. Alors nous avons choisi de nous intéresser aujourd'hui à une catégorie assez spécifique de personnes. Ce sont les dirigeants d'entreprise et les professionnels indépendants. Ils ont une vie professionnelle assez spécifique, un parcours spécifique et ça implique évidemment aussi des choses pour leur retraite. Alors comment est-ce qu'on peut préparer dès aujourd'hui des revenus complémentaires pour demain? Eh bien on en parle aujourd'hui avec nos deux invités. Marion Géa, bonjour. Bonjour Ingrid. Vous êtes directrice des marchés spécialisés associés à la Caisse d'épargne Auvergne-Limousin. Et à vos côtés, Nathalie Terrière. Bonjour Nathalie. Bonjour Ingrid. Et vous êtes directrice des marchés premium et banques privées à la Caisse d'épargne Île-de-France. Absolument. Comme d'habitude, vous avez l'habitude, on a aussi deux experts en coulisses qui répondent à vos questions. Vous pouvez les poser en direct grâce à un onglet dédié qui apparaît sur votre écran. Ces experts, je vous les présente. Régis Laligan, qui est ingénieur patrimonial à la Caisse d'épargne Île-de-France, avec vous Nathalie. Et Clément Delrieux, qui est animateur premium à la Caisse d'épargne Auvergne-Limousin, avec vous Marion. Tout à fait. Alors Marion, on commence justement une première question pour vous. On va peut-être reprendre l'histoire au début. Donc quand on crée son entreprise, il y a une première réflexion bien avant de penser à la retraite. C'est quand même les statuts de l'entreprise. Et là, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Tout à fait. Le choix de la structure de la société, ça a un impact notamment sur le statut du dirigeant et notamment les cotisations sociales pour sa protection sociale et pour sa retraite. Donc je dirais qu'il y a deux statuts. Le premier, c'est notamment pour le gérant majoritaire d'une SARL ou d'une EIRL, donc qui est travailleur non salarié. Donc lui, il va cotiser au régime des indépendants. Donc ça aura un impact sur ses cotisations sociales et sa retraite. Le deuxième statut, c'est notamment pour du coup le gérant d'une SAS, finalement. Lui, il va être travailleur assimilé salarié et donc il va cotiser au régime général classique d'un salarié, donc avec des cotisations et une retraite qu'on peut plus souvent connaître. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Alors, il n'y a pas d'avantage ou d'inconvénient, je dirais que c'est en fonction. Typiquement, si on prend le travailleur non salarié, ce dont on se rend compte, c'est que le coût pour la structure est moindre à rémunération équivalente. Donc, ça veut dire que, par contre, à terme, au niveau de la retraite, il aura une pension retraite plus faible. Ça, c'est le désavantage. Par contre, l'avantage, c'est que ses dividendes à lui sont soumis aux cotisations sociales et vont donc rentrer dans l'assiette de calcul de sa retraite future. Donc, vous voyez, avantage, inconvénient. Sur l'assimilé salarié, on l'a dit, c'est un salarié comme un salarié classique. Donc finalement, il cotise au régime général des retraites. Il a une pension retraite plus élevée, je dirais, qu'un travailleur non salarié à rémunération équivalente. Par contre, là, les dividendes, eux, ne sont pas soumis aux cotisations sociales et donc ne rentrent pas dans l'assiette. Ce qu'il faut se dire, dans tous les cas, c'est qu'on peut changer de statut à tout moment. Donc il faudra revoir les statuts de la société et donc du coup aussi le statut du dirigeant. Bon, il faut faire un peu d'administratif, mais rien n'est définitif. Rien n'est définitif. D'accord. Donc une fois qu'on a fait ce choix potentiellement de manière temporaire, on peut commencer à penser à la suite et notamment à penser à ses investissements pour l'avenir. Alors il y a les produits d'épargne traditionnels, il y a le PEA, il y a l'assurance vie. On avait fait un webinaire dédié spécialement à l'assurance vie évidemment. Néanmoins, est-ce qu'il y a aussi des choses peut-être plus spécifiques qui seraient à destination des chefs d'entreprise ? Oui, absolument Ingrid. Moi, j'insisterai sur deux types de placements. Le premier, c'est le plan d'épargne retraite individuel ou PERI. Dont on fête d'ailleurs la 5e année de création. Donc c'est l'anniversaire du PERI quasiment jour pour jour aujourd'hui. Donc ce PERI, on peut à tout moment y faire des versements volontaires ou bien y transférer des fonds tout en bien sûr plaçant les sommes sur des placements avec objectif de performance et en contrepartie un risque en capital bien évidemment, mais nous sommes sur du long terme sur le PERI. Donc, voilà, on peut faire un choix sur ces versements volontaires de déduction des revenus bruts imposables de ces versements, et bien sûr dans la limitation de plafonds annuels qui sont indiqués sur votre avis d'imposition. D'accord. Donc ce sont des plafonds annuels que vous retrouvez sur l'avis d'imposition. Tout à fait. Donc en fonction, l'économie d'impôt sera bien sûr réalisée en fonction de vos revenus bruts et de votre tranche marginale d'imposition. On n'a pas la même chose pour tout à chacun. Vraiment, la situation est personnelle. Par exemple, on va prendre un exemple de versement de 100 € sur votre PERI. Vous êtes taxé à une tranche marginale d'imposition de 30% par hypothèse. Eh bien, votre économie d'impôt sera de 30 € et donc un effort réel d'épargne de 70 €.
Le corollaire de cela est que si vous faites ce choix de déductibilité des versements, eh bien à la sortie du péri, vous aurez une taxation sur le capital à l'impôt sur le revenu et sur les intérêts au prélèvement forfaitaire unique en l'état actuel de la législation. Mais logiquement, au départ à la retraite, eh bien, vos revenus baissent et donc votre tranche marginale d'imposition également. Donc le calcul peut vraiment être intéressant de se positionner sur ces versements volontaires déductibles. A contrario, vous pouvez aussi faire le choix de ne pas déduire ces versements. Et pour le coup, à la sortie, le capital et les intérêts bénéficieront d'une fiscalité avantageuse. Absolument, et c'est une bonne surprise une fois à la retraite. Vous nous avez parlé de 2 dispositifs, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que serait le deuxième ? Eh bien, j'ai envie de vous parler du plan d'épargne entreprise. On connaît bien le plan d'épargne entreprise, et notamment le plan d'épargne entreprise est un vecteur de fidélisation très efficace des salariés, mais aussi de constitution d'une épargne à moindre coût fiscal. Ce qu'on connaît moins, c'est le fait qu'un dirigeant de petite entreprise peut tout à fait bénéficier de ce mécanisme du plan d'épargne entreprise. Alors la condition est juste d'avoir un salarié. Avec un seul salarié à votre actif, vous pouvez mettre en place un plan d'épargne entreprise, en bénéficier et en faire bénéficier votre conjoint collaborateur. Donc c'est quand même tout à fait intéressant. Oui, parce qu'on croit toujours que c'est un peu réservé aux grands groupes, on a cette image. Exactement, mais pas du tout. Et justement, Marion parlait des différents statuts des dirigeants. Quand vous êtes dirigeant salarié, voilà, aucun problème pour mettre en place ce PE. Quand vous êtes TNS, là, il faut juste quelques précautions d'usage qui sont que la mise en place de PE soit prévue dans les statuts et dans l'accord d'entreprise. D'accord. Si vous êtes profession libérale et que vous exercez en société d'exercice libéral, là aussi, aucun problème pour mettre en place le plan d'épargne entreprise en tant que dirigeant. Alors, on commence à recevoir des questions d'auditeurs, notamment sur l'immobilier. Alors, c'est pas étonnant, il y en a souvent beaucoup. Et c'est vrai, on le dit souvent d'ailleurs dans ce webinaire, l'immobilier, c'est un bon moyen de se constituer des revenus complémentaires. Avant de rentrer dans des détails et des dispositifs, est-ce que peut-être vous pourriez nous faire un panorama ou nous rappeler un peu les bases de l'immobilier, Nathalie ? Oui, alors l'immobilier, bien sûr, placement préféré des Français, avec l'assurance vie, on le partage. Néanmoins, en ce moment, on est quand même dans une période d'incertitude politique et en plus, qui plus est, en fin d'année, donc avec des lois de finances rectificatives qui souvent arrivent sur les 3 derniers mois de l'année. Voilà, donc un petit peu de prudence sur ces mécanismes, mais nous avons quand même fait le choix de vous en présenter 2, c'est vrai qu'on marche par 2, de vous en présenter 2 qui sont vraiment des mécanismes efficaces de constitution de revenus complémentaires à terme. Si toutefois nous avions des évolutions notables sur ces mécanismes qui devaient arriver dans les prochaines semaines, eh bien évidemment, nous ne manquerons pas de vous en informer pour corriger un petit peu le tir. Absolument, ce sont des points qui seront à surveiller. En attendant, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Quel serait le premier mécanisme qu'on pourrait utiliser en tant que dirigeant d'entreprise, Marion ? Alors celui qu'on a choisi, c'est la location meublée non professionnelle. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est vraiment un mécanisme très avantageux lorsqu'on perçoit des loyers, puisqu'ils vont être assujettis aux bénéfices industriels et commerciaux dans la feuille d'imposition. Et ce BIC qu'on appelle, l'avantage, c'est qu'on peut déduire l'amortissement, qui est la valeur d'usure du bien dans le temps. Donc c'est vraiment le gros avantage. Habituellement, on déduit les intérêts d'emprunt, ça c'est classique, les charges locatives, et là on va réduire en plus l'amortissement du bien. Donc ça vient grever les loyers, et donc finalement, partiellement ou totalement, nos loyers ne sont pas imposables. Donc on a vraiment une neutralité fiscale en fonction de la nature de ces charges et du poids de ces charges par rapport à nos loyers. Mais je pense qu'on va faire un exemple. Absolument, parce que neutralité fiscale, c'est assez intéressant, ça donne envie d'en savoir plus. Exactement. Donc le premier exemple, c'est typiquement Martin qui acquiert un logement de l'ordre de 400 000 €. Très bien, il va le financer par un crédit in fine qui va être adossé à une garantie d'assurance vie. Et donc cette assurance vie, à terme, pourra être racheté pour rembourser le capital emprunté. Ok, ça c'est l'emprunt et son achat.
Par contre, dans la durée de vie, lorsqu'on est en location meublée non professionnelle, on a ces fameux loyers, 20 000 € par an, très bien. On va avoir des charges locatives, à peu près d'une valeur de 3 000 € annuels. Et puis, notre fameux amortissement de l'ordre de 10 000 €. Et donc, ce qu'on va voir apparaître à l'écran, c'est que finalement, mes loyers pour l'ordre de 20 ou 19 000 € et l'ensemble de mes charges, 3 000 €, mes intérêts d'emprunt et puis mon amortissement, fait que finalement, je n'ai pas d'imposition, donc je suis vraiment résultat imposable 0 et fiscalité 0. C'est rare d'entendre ça. Hein. Ça fait plaisir. Absolument. Un autre mécanisme dont on pourrait parler, c'est la nue propriété. Et ça vaut le coup d'en parler parce que ce n'est pas toujours très bien compris, c'est un petit peu complexe. Donc est-ce que vous pourriez, Nathalie, nous réexpliquer le fonctionnement de cette nue propriété ? Oui, ça peut être très intéressant d'acheter un bien en nue propriété. Alors je vais effectivement juste revenir sur les deux composantes de la pleine propriété, que sont l'usufruit, l'usufruit qui est la capacité d'utiliser le bien ou d'en percevoir les fruits, et la nue propriété qui est vraiment la propriété en tant que telle du bien. Quand on achète un bien en nue propriété, eh bien, il faut que l'usufruit soit acheté par ailleurs. Et dans les mécanismes que l'on conseille à nos clients, la plupart du temps, c'est un bailleur social qui va acheter cet usufruit pour une durée qui est fixée à l'avance, qui est entre 15 et 20 ans usuellement. La nue propriété, du coup, va être estimée à 60-70% de la valeur du bien en pleine propriété. Pourquoi ? Parce que ça correspond finalement au loyer que vous n'aurez pas perçu durant toute la durée du démembrement. Vous payez donc moins cher à l'achat, vous n'avez pas en contrepartie de loyer, mais vous n'avez pas non plus de soucis de gestion ni de charges additionnelles, si ce n'est parfois des dépenses de grosses réparations, puisque vous êtes pleinement propriétaire, vous êtes propriétaire du bien, donc vous pouvez avoir des dépenses de grosses réparations éventuelles. Vous n'avez pas de revenus, donc vous n'avez pas d'impôt, donc ça c'est assez efficace. À l'IFI, si vous payez l'IFI, si vous devez déclarer l'IFI, eh bien là pour le coup vous n'aurez pas à déclarer ce bien, puisque vous en êtes nu propriétaire, et que, usuellement, c'est l'usufruitier qui doit déclarer le bien à l'IFI. C'est important de le dire. Absolument, c'est vraiment double effet sur l'impôt à l'instant T, durant la durée de démembrement. À l'issue du démembrement, eh bien là, vous récupérez votre usufruit, vous devenez plein propriétaire du bien, sans coût supplémentaire. Vous allez donc pouvoir soit l'occuper si vous le souhaitez, soit le louer, et donc mettre en place la perception de revenus complémentaires. Pour votre retraite. Exactement. Et on voit que ce sont des mécanismes très efficaces, mais qui demandent effectivement de l'anticipation et un temps un peu long d'investissement, puisque je le rappelle, on est sur un démembrement entre 15 et 20 ans. Absolument. Et alors, en parlant d'anticipation et d'immobilier, est-ce qu'il y a aussi des choses à agencer ou à penser entre immobilier professionnel, immobilier personnel, puisqu'on est quand même le chef de l'entreprise. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Oui, tout à fait. Bien souvent, en fait, le chef d'entreprise va se poser la question de l'acquisition de son local commercial, pour notamment que sa société d'exploitation puisse louer ce local et être propriétaire de ce local. Donc, souvent, c'est une stratégie qui est mise en place par les dirigeants parce que ça leur permet tout simplement de financer l'acquisition d'un bien immobilier par le biais de la société. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'on va préconiser de créer une société civile immobilière pour en fait décorréler l'activité d'exploitation des murs. Pourquoi ? Parce qu'en cas de cession de l'activité d'exploitation, potentiellement, on pourra vendre plus vite l'affaire, l'entreprise, et se poser la question des murs bien après. Donc ça permet vraiment de décorréler les deux sujets. Je le disais, construire un patrimoine immobilier et en même temps préparer la cession. Ça, c'est vraiment les deux premiers avantages. Après, le choix, c'est de se dire à quelle imposition je mets cette fameuse société civile immobilière. Soit à l'imposition sur le revenu. Ça, c'est plus dans une démarche de plus-value de cession, donc de cession à terme à la retraite, ou alors à l'impôt sur les sociétés. Et là, on va le calculer dans le cas de revenus complémentaires, c'est l'objectif, et en fonction de sa tranche marginale d'imposition. Est-ce qu'on peut faire une simulation avec des chiffres pour se rendre compte peut-être des différences ? Oui, on aime les exemples. Alors, du coup, si on prend l'exemple d'un couple de boulangers qui achète un local commercial de l'ordre de 250 000 €, ils perçoivent des loyers annuels bruts de 10 000 € et des charges annuelles de 1 500 €. Ce qu'on va voir en termes d'hypothèse, on va se poser la question, finalement, j'achète dans le cas de ma société civile immobilière à l'IR
ou à l'IS. Ces fameux clients, ils ont une tranche marginale d'imposition de l'ordre de 41%. Bien, très vite, on va se rendre compte que s'ils étaient dans une SCI à l'IR pour percevoir des revenus complémentaires, finalement, les loyers de l'ordre de 10 000 euros, ils seront taxés à la tranche marginale des 41%. Donc, peu avantageux. Parce que s'ils étaient à l'IS, on est entre 15 et 25% selon le loyer ou le chiffre d'affaires, finalement, c'est plus avantageux pour eux d'être dans une stratégie, dans une société civile à l'IS. Oui, bien sûr, ça fait un écart vraiment conséquent. Qu'est-ce qui se passe le jour où nos boulangers veulent revendre les murs de leur boulangerie ? Eh bien là, c'est ce que je disais précédemment, c'est flagrant puisqu'en fait là, plutôt, on va privilégier une stratégie avec l'imposition sur le revenu parce que dans le cadre de ce régime, on bénéficie d'abattement par durée de détention. Et donc, entre 22 et 30 ans, finalement, on a des gros avantages à céder le bien sur cette fameuse plus-value de cession. Donc, dans l'exemple classique, à l'IR, on se rend compte que si on a une durée de détention de plus de 30 ans, finalement, on a pas d'imposition, alors que si on est sur une stratégie à l'IS, finalement, on va avoir une plus-value, moins la valeur nette comptable, moins les amortissements du bien, et là, on va avoir une assiette fiscale imposée, donc 15 et ou 25%. Donc, on paiera de l'impôt à l'IS, on n'en paiera pas, ou peu, dès lors qu'on va détenir le bien de plus de 10, 15, 20, 30 ans. Donc voilà, c'est vraiment... Encore une fois, on le disait sur les statuts, on peut toujours changer, donc on peut très bien se dire je pars pour des revenus complémentaires, donc je me mets à l'IS, mais finalement à la fin, je veux un capital, je veux vendre mon actif, je cède l'entreprise et je cède l'immobilier avec, et peut-être que ce sera avantageux là de se mettre à l'impôt sur le revenu, et vice-versa. Donc on peut toujours revenir aussi, par contre on ne peut pas le faire ad vitam aeternam, il y a également des conditions. D'accord. Et puis temps long toujours, parce que j'entends bien que le plus intéressant, c'est quand même 30 ans. Donc voilà, exactement. Ça s'anticipe quand même sur une vie pro 30 ans. Autre question qui est reçue de la part de nos auditeurs, ça porte sur les holdings. Est-ce que c'est une bonne idée, Marion, de se constituer une holding ? Oui, tout à fait. Donc on a parlé de la société civile qui garde l'actif immobilier. Et puis on va également avoir cette fameuse société d'exploitation. La holding, c'est quoi ? C'est une mère et sa fille. Donc la mère, c'est la holding. La fille, c'est la société d'exploitation. Et potentiellement la SCI également, qui peut être une fille de la holding. Très souvent, les dirigeants partent dans cette stratégie pour, à terme, se construire un capital parce que la fille va remonter les résultats dans la holding, dans la mère, et donc ça va être une société avec beaucoup de liquidité. Liquidité qui va être soit un capital, soit va se permettre de se retirer, de se distribuer des dividendes, des revenus complémentaires. Donc très souvent, on conseille à nos clients de créer ce régime mère-fille, je dirais, de holding. Alors, même question que tout à l'heure pour l'immobilier. Le jour où je vends, qu'est-ce qui se passe ? Alors, l'avantage de la constitution de la holding, en fonction de quand est-ce qu'on l'a constituée, ça va être le régime du report ou du sursis d'imposition. Donc finalement, ça se lit dans le vocable, c'est qu'on ne paiera pas d'impôt immédiatement sur la plus-value de cession lorsqu'on va vendre cette fameuse société d'exploitation. Donc ça, c'est le principal avantage. C'est conditionné, je disais, à partir de quand on a créé la holding et surtout des conditions de remploi des fonds. Donc j'ai vendu 1 million d'euros, je vais avoir à minima 60% à réemployer dans l'économie circulaire, je vais dire classiquement. Voilà, il y a des conditions, mais ça reste avantageux. Et puis j'ajouterai un dernier dispositif qui court jusqu'au 31/12/2024. C'est notamment l'abattement pour le dirigeant de l'ordre de 500 000 euros pour un départ à la retraite. Donc tous ceux qui ont déjà anticipé la préparation à la retraite, vous avez bien fait, je dirais, puisque vous bénéficiez de cet abattement. Et aujourd'hui, en tout cas à l'heure actuelle où on se parle, Nathalie le disait, on peut avoir du rectificatif. Il n'est pas reconduit pour 2025. Non, mais là, il faut se dépêcher là. Exactement. Et ce n'est pas évoqué du tout pour le moment. Et ce n'est pas évoqué non plus. Non. On a beaucoup parlé retraite. Il y a quand même un cas de figure dont il faut parler, qui est celui du dirigeant qui n'atteint pas la retraite parce que malheureusement, il y a un décès avant. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, comment essayer de protéger malgré tout la famille, en fait ? On ne veut pas penser à l'impensable parce qu'on parle du décès, mais ça peut être aussi l'incapacité de travailler, l'invalidité. L'accident de la vie, ça arrive et pas qu'aux autres. Et on voit que beaucoup de nos clients professionnels ou chefs d'entreprise n'anticipent pas cela parce qu'ils sont dans l'action en réalité. Donc nous, ce qu'on conseille déjà, à minima, c'est de mettre un contrat de prévoyance en place pour assurer des revenus futurs aux ménages en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité ou bien de décès.
On peut aussi se dire qu'il faut prévoir la transmission de l'entreprise ou de l'outil de travail, parce que là aussi, l'impact sur la famille peut être considérable. Alors, on entend souvent parler du pacte Dutreil, donc je pense que, en tout cas, pour nous, c'est un outil très efficace. Maintenant, c'est un sujet quand même de taille, et ce que je vous propose, c'est que si on a des marques d'intérêt fortes sur ces sujets-là, on réorganise un nouveau webinaire pour en parler. Je sens que vous avez très envie de revenir, Nathalie. La fiscalité, le pacte Dutreil. On vous réinvitera avec plaisir, absolument. Mais sans plaisanter, bien sûr, effectivement, il y a beaucoup de subtilités dont on pourra détailler les modalités à d'autres occasions. Là, on a déjà évoqué un certain nombre de choses. On a couvert des produits d'investissement, de l'immobilier, de la structuration de patrimoine. Peut-être pour conclure, un dernier mot, Marion ? Je dirais le mot que je vais choisir, et je laisserai la parole à Nathalie ensuite, c'est préparer. Préparer, et notamment avec l'ensemble des dispositifs dont on vous a parlé. Il y en a bien d'autres, on a dit, on vous a teasé sur d'autres thématiques. Et puis il y en a d'autres qu'on n'a pas évoquées aujourd'hui, mais le plan d'épargne action notamment, l'assurance vie qui est l'enveloppe financière préférée des Français. Donc je dirais vraiment préparer, puisqu'il y a de nombreux dispositifs qui s'adaptent à chaque moment de vie du dirigeant. Nathalie. Moi, j'ajouterais que préparer, mais préparer en étant accompagné. Et là, vraiment, les conseillers patrimoniaux des caisses d'épargne sont là à votre disposition pour vous accompagner, réfléchir et bien évidemment challenger à plusieurs étapes de la vie les solutions que l'on peut mettre en place. Pourquoi ? Parce que les entreprises évoluent, les situations familiales peuvent évoluer elles également, et puis on avance dans l'âge, donc les sujets deviennent différents. Mais également, l'environnement fiscal, juridique peut lui aussi évoluer. Donc, rechallenger régulièrement ces sujets avec vos conseillers patrimoniaux des caisses d'épargne. Évidemment. C'était un plaisir de vous avoir, Marion, Nathalie. Merci beaucoup. Merci Ingrid. Et puis à très bientôt. Merci Ingrid. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. Et puis, comme toujours, vous pourrez retrouver ce webinaire en replay sur le site Vision Patrimoine. Vous recevrez également un lien par mail pour le visionner à nouveau. Merci à tous et à très bientôt.